La lumière du matin tombait doucement sur St. Mary Mead, dorant le clocher de l'église et effleurant les pelouses argentées de rosée de cette lumière particulière qui n'apparaît qu'au début du mois de juin. Mademoiselle Marple était assise dans son jardin, observant les étourneaux se rassembler autour du bain d'oiseaux avec l'intérêt absorbé qu'elle portait à toutes les questions de comportement, lorsque la voiture du jeune docteur Haydock arriva en cahotant dans l'allée à une vitesse tout à fait inadaptée à une rue résidentielle. Il ne ralentit pas en passant. Mademoiselle Marple interrompit son tricot, les aiguilles suspendues au-dessus de la chaussette à moitié terminée, destinée au futur bébé de sa petite nièce. Il s'était passé quelque chose qui avait fait oublier à un homme sensé ses courtoisies habituelles. Elle reprit son tricot, comptant les mailles avec une précision mécanique, tandis que son esprit restait alerte, dans l'attente. La nouvelle arriva, comme toujours, à St. Mary Mead, par l'intermédiaire de mademoiselle Weatherby, qui apparut à la porte du jardin une quarantaine de minutes plus tard, avec son panier à provisions et une expression d'excitation à peine contenue qui animait son visage ordinaire. « Mademoiselle Marple, avez-vous entendu ? Madame Fortescue a complètement disparu. Ils ont trouvé ses gants sous le vieil if du cimetière, posés là, par terre, mais aucun signe de Madame Fortescue elle-même. L'inspecteur Slack est venu de Much Benham. Il la cherche partout. » Mademoiselle Marple posa son tricot avec une prudence délibérée. « C'est très inquiétant. Quand a-t-elle été vue pour la dernière fois ? » ?»« Hier soir, à la garden party du presbytère. Elle est partie assez tôt, à 6h30, selon Madame Price Ridley. Mais vous savez comment Madame Price Ridley est avec les heures. Elle est toujours sûre de tout et se trompe généralement. » Mademoiselle Weatherby se pencha davantage par-dessus la barrière. « Mais Mademoiselle Marple, voici la chose la plus étrange. Ces gants étaient disposés très soigneusement, côte à côte, comme si quelqu'un les avait placés là, délibérément. Ils n'étaient pas tombés, vous comprenez. Ils avaient été disposés. » L'image s'imprima dans l'esprit de mademoiselle Marple avec une clarté particulière. Deux gants sous le vieil if, placés avec soin, comme s'ils attendaient le retour de leur propriétaire. Ou peut-être comme si quelqu'un avait voulu créer précisément cette impression, un départ ordonné, sans précipitation, sans violence. Elle pensa aux gants de tir du vieux colonel Bantry, que sa veuve avait conservé dans son bureau pendant 2 ans après sa mort, les disposant chaque matin sur son bureau, comme s'il pouvait revenir les réclamer. Les symboles avaient tant d'importance dans les affaires humaines, servant à la fois de pont vers le passé et de mensonge prudent sur le présent. « C'est très étrange, » dit mademoiselle Marple doucement. « On pourrait presque penser que cela devait être découvert. » Mademoiselle Weatherby cligna des yeux. « Destinée ? Mais sûrement. » Elle s'interrompit, incertaine. « Eh bien, je suppose qu'on ne sait jamais. » « Mais pourquoi Madame Fortescue aurait-elle disposé ses propres gants ? Je ne peux vraiment pas l'imaginer. À moins que... » Elle s'interrompit, jetant un coup d'œil vers le clocher de l'église visible au-dessus des toits. Les gens disent qu'elle n'était pas elle-même ces derniers temps. Les nerfs, vous savez. Depuis cette histoire avec sa fille. Les aiguilles de mademoiselle Marple reprirent leur cliquetis rythmique. De quelle histoire s'agit-il ? Mais mademoiselle Weatherby s'éloignait déjà, ayant accompli sa mission première, qui consistait à dispenser des informations et se rappelant, un peu tardivement, que les difficultés familiales de madame Fortescue ne devaient pas être discutées aussi ouvertement. Oh, rien de grave, juste des difficultés. Les jeunes d'aujourd'hui, je dois y aller. Ils vont avoir besoin de volontaires pour aider aux recherches. » Elle s'éloigna précipitamment, son panier à provisions se balançant au rythme de ses pas. Mademoiselle Marple continua à tricoter, ses doigts travaillant automatiquement tandis que son esprit suivait d'autres fils. Madame Fortescue, Laura Fortescue,
veuve de feu Geoffrey Fortescue, qui avait occupé un poste important dans le service diplomatique avant sa mort tragique au Caire, 5 ans auparavant. Une belle femme d'une cinquantaine d'années, toujours impeccablement vêtue, avec cette manière particulière d'être aimable et attentionnée, qui trahissait une longue pratique de la conversation polie avec des personnes pour lesquelles on n'éprouvait aucun intérêt sincère. Elle était revenue en Angleterre après la mort de son mari et avait acheté Yew Tree House, la grande propriété géorgienne qui bordait le cimetière. Sa fille Constance, une jeune femme remarquable de 24 ans, vivait avec elle. Il avait été question d'un mariage qui ne s'était pas concrétisé, mais mademoiselle Marple ne se souvenait pas immédiatement des détails. Les gants la troublaient. Les gants ne se placent pas tout seuls. Soit madame Fortescue les avait placés là elle-même, ce qui suggérait une intention, une mise en scène délibérée, soit quelqu'un d'autre les avait placés là. Après quoi? Un accident? Une agression? Ou peut-être pour créer un mystère là où il s'était passé quelque chose de plus simple. Elle mit de côté son tricot et rentra chez elle pour changer ses chaussures de jardinage et enfiler des chaussures plus adaptées à une visite au village. Lorsque mademoiselle Marple arriva dans la rue principale, la nouvelle s'était déjà répandue dans St. Mary Mead, avec la rapidité caractéristique de tous les réseaux d'information villageois. Devant la pharmacie, elle rencontra madame Price Ridley, qui s'adressait à un petit groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvait la femme du colonel Melchett et la jeune mademoiselle Hartnell. « Je lui ai dit hier encore, ce sont mes mots exacts, vous pouvez demander à n'importe qui, je lui ai dit « Laura, tu as l'air épuisée, tu dois vraiment prendre mieux soin de toi. » Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit « Certaines préoccupations ne peuvent être mises de côté, Henrietta. » Tout simplement. Certaines préoccupations ne peuvent être mises de côté. J'ai trouvé cela très étrange sur le moment. Elle semblait effectivement distraite, acquiesça madame Melchett. J'ai essayé d'engager la conversation avec elle au sujet du planning des compositions florales, mais elle ne semblait pas m'entendre. Elle avait l'air complètement ailleurs. Des problèmes d'argent, sans doute, déclara mademoiselle Hartnell, avec l'assurance de la jeunesse qui se prononce sur des sujets dont elle ne sait rien. Ces pensions diplomatiques ne sont plus ce qu'elles étaient. Mon oncle dit « Cela n'a rien à voir avec l'argent », l'interrompit madame Price Ridley en se redressant avec l'air de quelqu'un qui possède une intelligence supérieure. Les Fortescue sont tout à fait à l'aise. Non, cela concerne leur fille. Constance, il y a eu des problèmes, croyez-moi. Mademoiselle Marple, qui examinait avec un intérêt apparent un présentoir de pastilles pour la gorge, se tourna légèrement. Quel genre de problème? Madame Price Ridley baissa la voix, mais pas suffisamment pour empêcher chaque mot d'être clairement entendu sur le trottoir. Elle était fiancée au jeune Philippe Carmody, vous savez, le Carmody qui possède le domaine près de Little Benham. Tout le monde disait que c'était un mariage très convenable. Le mariage devait avoir lieu en septembre. Puis, tout à coup, il y a 3 mois, les fiançailles ont été rompues, sans explication. Philippe Carmody est parti pour Londres et nous ne l'avons pas revu depuis. Et Constance est comme un fantôme, errant dans cette maison. Sa mère était hors d'elle. Je passais devant Yew Tree House un après-midi, par pur hasard, vous comprenez, et je les ai entendus se disputer. Des cris horribles, ce n'était pas normal. Comme c'est pénible pour elles deux, murmura mademoiselle Marple. Elle se souvint avoir vu Constance Fortescue à la garden party du presbytère l'après-midi précédent. Une jeune fille mince aux cheveux bruns, qui avait les manières soignées de sa mère, même si les visages plus jeunes parvenaient rarement à exprimer avec autant de succès cette détermination aimable. La jeune fille semblait distraite, répondant aux remarques avec un léger décalage, comme si elle les traduisait à partir d'une langue étrangère. Elle avait quitté la fête tôt, se souvenait maintenant mademoiselle Marple, partant une vingtaine de minutes avant sa mère.
Où est mademoiselle Constance maintenant? Demanda mademoiselle Marple. À la maison, avec le docteur Haydock à ses côtés, répondit madame Melchett. Elle est dans un état que vous pouvez imaginer. C'est elle qui a découvert les gants ce matin lorsqu'elle s'est rendue au cimetière. Elle s'y rend apparemment presque tous les matins pour déposer des fleurs sur la pierre tombale de son père. Elle a trouvé les gants sous l'if et a couru directement chez elle pour donner l'alerte. Le groupe se dispersa lorsque la voiture de police officielle de l'inspecteur Slack arriva dans la rue principale, faisant fuir les villageois comme des pigeons. Mademoiselle Marple observa sa progression vers Yew Tree House d'un œil pensif, puis se dirigea vers le cimetière. L'if ancien dominait la partie la plus ancienne du cimetière, son tronc massif noueux par les siècles, ses branches étendues créant une caverne d'ombre même en plein jour. Selon la tradition locale, l'arbre se trouvait là depuis avant la construction de l'église actuelle, et il y avait quelque chose de presque sensible dans sa longévité, comme s'il veillait sur toutes les générations qui étaient venues se reposer à son ombre. Les gants, bien sûr, avaient disparu, récupérés par l'inspecteur Slack dans le cadre de sa collecte méthodique de preuves, mais mademoiselle Marple pouvait voir exactement où ils se trouvaient. L'herbe était légèrement aplatie en 2 rectangles nets, côte à côte, à environ 2 pieds du tronc énorme de l'arbre. Elle se pencha avec difficulté, ses rhumatismes la gênaient beaucoup ces derniers temps, et examina le sol de plus près. La terre était molle, recouverte de plusieurs siècles d'aiguilles d'if tombées. Aucune empreinte n'était visible, du moins pas à son œil non averti, mais elle supposait que les experts de l'inspecteur Slack tireraient le meilleur parti de la scène. Elle se redressa lentement, une main appuyée sur le tronc de l'arbre pour se soutenir, et remarqua quelque chose coincé dans l'écorce rugueuse, à peu près à hauteur d'épaule. Un seul fil, bleu foncé, d'environ 5 centimètres de long. Elle le détacha avec précaution et le leva à la lumière. De la laine, pensa-t-elle, de bonne qualité. Le genre utilisé pour les costumes, pour hommes, ou peut-être pour les vestes sur mesure pour femmes. Mademoiselle Marple, je savais bien que je vous trouverais ici. Elle se retourna et vit le docteur Haydock s'approcher à travers les pierres tombales, sa mallette médicale à la main et l'air harassé. C'était un homme assez jeune, qui n'avait pas encore 40 ans, qui avait repris le cabinet de son père 5 ans plus tôt et qui était encore considéré par beaucoup à St. Mary Mead comme le jeune docteur Haydock, malgré ses cheveux clairsemés et les rides d'inquiétude permanente qui s'étaient installées autour de ses yeux. « Bonjour, docteur Haydock. Je faisais simplement une promenade. Il fait si beau. » Il lui lança un regard à la fois exaspéré et affectueux. Une promenade qui se termine justement à l'endroit où une femme a disparu. Mademoiselle Marple, vos promenades vont finir par vous attirer des ennuis un de ces jours. J'espère bien que non, répondit-elle doucement. Comment va mademoiselle Constance? Son visage s'assombrit. Pas très bien, le choc a été considérable. Je lui ai donné un sédatif, mais elle insiste pour parler à nouveau à l'inspecteur Slack. Elle répète sans cesse qu'elle a des choses à lui dire, mais elle est trop agitée pour être tout à fait cohérente. Il fit une pause, levant les yeux vers l'if centenaire, avec une expression que mademoiselle Marple ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. C'est une mauvaise affaire. Une très mauvaise affaire. Laura Fortescue était une femme forte et sensée, pas du genre à partir comme ça, et puis il y a son comportement récent, mais je ne devrais pas parler de mes patients. Bien sûr que non, acquiesça mademoiselle Marple, mais dans un village, très peu de choses restent privées longtemps. Non, répondit-il sèchement, ce n'est pas vrai. Il lui fit un signe de tête et s'éloigna à grands pas vers la porte de l'église, laissant mademoiselle Marple seule, avec l'if et ses pensées. Elle regarda à nouveau l'endroit où les gants avaient été posés, si soigneusement, si délibérément. 2 gants sous un if,
et une femme disparue sans laisser de traces. Le fil dans sa main reflétait la lumière du soleil, d'un bleu foncé sur sa peau pâle. Elle le glissa soigneusement dans sa poche et rentra lentement chez elle, passant devant les pierres tombales, aux noms familiers. Les morts de Sainte Mary Mead, qui l'observaient passer avec une indifférence de granit. Le salon du Blue Boar était bondé ce soir-là, de villageois qui s'étaient ostensiblement réunis pour boire leur pinte habituelle et échanger des potins amicaux, mais qui étaient en réalité consumés par des spéculations sur la disparition de Laura Fortescue. Mademoiselle Marple, qui fréquentait rarement cet établissement, avait néanmoins accepté l'invitation de l'ami de son neveu Raymond, le romancier M. Derek Endicott, à le rejoindre pour boire un verre de sherry. M. Endicott possédait un cottage à St. Mary Mead pour y mener une retraite artistique, ce qui, dans la pratique, signifiait qu'il buvait tous les soirs au Blue Boar et se plaignait de son éditeur. « Tout cela ressemble à un roman à 4 sous », disait-il en gesticulant avec son gin tonic d'une manière qui menaçait de renverser le mobilier. Une disparition mystérieuse, des gants abandonnés, une veuve respectable, sans vouloir offenser Madame Fortescue, qui disparaît sans laisser de traces. Si je mettais ça dans un livre, mon éditeur dirait que c'est invraisemblable. La vie est souvent invraisemblable, observa mademoiselle Marple. C'est ce qui rend si difficile de s'y retrouver avec certitude. Au bar, le colonel Melchett s'adressait à l'inspecteur Slack d'une voix qui portait clairement à travers la pièce. « Je connais cette famille depuis des années. Geoffrey Fortescue était à l'école avec mon plus jeune frère. Des gens solides, au service diplomatique, vous savez. Laura était toujours parfaitement posée, parfaitement convenable. Pas du genre à mettre en scène une disparition théâtrale pour attirer l'attention. L'inspecteur Slack, un homme solide au tempérament sceptique et fermement convaincu des solutions évidentes, acquiesça d'un air pensif. Nous partons du principe qu'il s'agit d'un acte criminel. Une femme ne disparaît pas comme ça, sans laisser de traces. Quelqu'un sait quelque chose, quelqu'un a vu quelque chose. Il suffit d'exercer une pression appropriée dans le cadre de l'enquête. « Et la fille ?» demanda Arthur Clément, le neveu du vicaire. Un jeune homme agité qui enseignait à l'école locale et dont tout le monde pensait qu'il nourrissait des ambitions au-delà des limites de St. Mary Mead. Il était assis dans un coin, buvant ce qui semblait être son 3e whisky, le visage émacié et rouge. Tout le monde sait que Constance et sa mère se disputaient. Mon oncle les a entendus à l'église la semaine dernière. Constance pleurait et Madame Fortescue lui disait d'arrêter de faire du cinéma et d'affronter la réalité. Ce sont ses mots exacts. L'inspecteur Slack se montra visiblement plus attentif. Se disputaient à propos de quoi? De la rupture de leur fiançailles, sans doute. Arthur Clément vida son verre et en demanda un autre. Philippe Carmody l'a abandonné. Il l'a pratiquement laissé devant l'autel. Pas littéralement, bien sûr, mais presque. Constance l'a très mal pris. Mon oncle parle de dépression, mais il utilise un terme plus charitable. Il appelle cela un malaise spirituel. Mais je l'ai vue dans le village. Elle n'a pas toute sa tête. Elle parle toute seule. Elle erre à des heures étranges. Le verre de sherry de mademoiselle Marple s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. J'ai toujours trouvé que le chagrin affectait les gens de différentes manières. Certains deviennent très volubiles, d'autres se réfugient dans le silence. Aucune de ces réactions ne suggère une quelconque défaillance morale. Oh, je ne veux pas dire... Arthur rougit davantage. Je dis simplement que la police devrait examiner de près la situation familiale. On sait que les filles ont tendance à... Enfin, quand il y a de l'argent en jeu et un héritage, les gens font des choses terribles. Y a-t-il de l'argent en jeu? Monsieur Endicott se pencha en avant avec intérêt. Un grand domaine? Confortable, je crois. Cette réponse vint de Monsieur Crowley, l'avocat, qui était resté assis tranquillement dans un coin,
mais qui se sentait désormais obligé de corriger les idées fausses dans son domaine d'expertise. Geoffrey Fortescue a laissé ses affaires en ordre. Madame Fortescue avait un intérêt viagé dans le domaine, le capital devant être transféré à mademoiselle Constance à la mort de sa mère. Yew-Tree est détenu en fiducie. Tout est parfaitement conforme aux dispositions standards. Combien? L'inspecteur Slack avait sorti son carnet. Monsieur Crowley semblait peiné. Je ne peux pas divulguer de chiffres précis. Mais je peux vous dire que mademoiselle Constance héritera d'une somme qui lui permettra de vivre de manière indépendante et confortable pour le reste de sa vie. Ce n'est pas une fortune, mais c'est une somme importante. Un petit silence suivit cette révélation. Mademoiselle Marple observa les subtils changements d'expression dans la pièce, les calculs, les réévaluations. L'argent ne créait pas la méchanceté, mais il offrait certainement des opportunités et des motifs à ceux qui y étaient déjà enclins. Elle repensa au problème d'héritage de son propre neveu, il y a des années, et à la façon dont un modeste héritage avait failli détruire son caractère avant que le bon sens ne l'emporte. Il y a aussi la secrétaire, annonça Madame Price Ridley, arrivée en retard, mais déterminée à ne pas manquer l'occasion d'apporter sa contribution. Elle s'installa avec un porto et un citron, l'air de quelqu'un qui se prépare à un long récit. Mademoiselle Julia Keene. Elle vit à Yew-Tree House depuis 2 ans, où elle aide Madame Fortescue à gérer la correspondance et les comptes du ménage. Elle-même, veuve, la pauvre, bien que plutôt jeune pour cela, elle ne doit pas avoir plus de 35 ans. Son mari a été tué dans un accident de train, je crois. Ou était-ce une voiture? Quoi qu'il en soit, elle est dévouée à Madame Fortescue. Absolument dévouée. Elle fait tout pour elle. Un dévouement rémunéré, marmonna Arthur Clément. Ce n'est pas comme si elle était là par pure charité. Il n'y a pas de honte à occuper un poste rémunéré, dit doucement mademoiselle Marple. Beaucoup de femmes se retrouvent dans une situation précaire sans que ce soit de leur faute. Madame Keene semble être une personne sensée et travailleuse. Oh, très sensée, très travailleuse. Le ton de Madame Price Ridley suggérait que cela était en quelque sorte suspect. Toujours très correcte, très convenable. Elle ne fait jamais de faux pas, mais vous savez, il y a quelque chose chez elle que je n'ai jamais tout à fait. Elle est toujours si prudente, comme si elle était observée et jugée. On se demande ce qu'elle pourrait bien cacher. L'inspecteur Slack prit une autre note. Je vais vouloir interroger cette Madame Keene de manière approfondie, et sa fille à nouveau, une fois qu'elle se sera remise de son hystérie. Ce n'est pas de l'hystérie, intervint le docteur Haydock depuis l'embrasure de la porte où il venait d'entrer. Sa voix était aiguë. C'est un véritable choc et une véritable détresse. Il y a une différence considérable, inspecteur, même si je ne m'attends pas à ce que vous compreniez la distinction médicale. Il se dirigea vers le bar et commanda un brandy, les mains légèrement tremblantes. Lorsqu'il se retourna vers la pièce, son expression était hagarde. Je connais la famille Fortescue depuis leur arrivée à St. Mary Mead. Laura était ma patiente, une femme d'une force de caractère exceptionnelle. Quoi qu'il lui soit arrivé, je doute fort qu'elle y soit allée de son plein gré. « Vous pensez donc qu'il s'agit d'un acte criminel ?» demanda le colonel Melchett. « Je pense qu'un événement l'a poussée à s'écarter de son comportement habituel. Je ne saurais dire s'il s'agissait d'une menace, d'une tromperie ou d'une autre forme de contrainte. Mais Laura Fortescue n'a pas simplement décidé d'abandonner sa maison et sa fille sans explication. » Il but son brandy d'un trait. Elle subissait une pression considérable ces derniers temps. Je peux le dire sans trahir la confiance qui m'a été accordée. La rupture des fiançailles de Constance l'avait profondément affectée. Elle se reprochait de ne pas avoir vu certaines choses plus clairement. Elle avait le sentiment d'avoir échoué en tant que mère. Mademoiselle Marple se pencha légèrement en avant. Quelle chose n'avait-elle pas su voir? Le docteur Haydock la regarda longuement,
et elle vit dans ses yeux un conflit entre la discrétion et le besoin de se libérer d'un poids. Je ne peux pas le dire précisément, mais elle m'a dit, il y a environ 2 semaines, que parfois nous ne connaissons pas vraiment les personnes qui nous sont les plus proches, que nous construisons dans notre esprit une image d'eux, une image que nous préférons et que nous refusons de voir la réalité qui contredit cette image. Elle a dit qu'elle avait fait cela avec quelqu'un qu'elle aimait et que cela avait causé beaucoup de tort. Elle parlait de sa fille, demanda sans détour l'inspecteur Slack. C'est ce que j'ai supposé à ce moment-là. Maintenant, il haussa les épaules, impuissant. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien. Miss Marple rentra lentement chez elle, dans la douce lumière du crépuscule estival. Son esprit ruminant les révélations de la soirée, comme ses doigts travaillaient la laine à tricoter, testant chaque fil pour en vérifier la résistance et la consistance. Une mère et une fille séparées par une rupture de fiançailles. Une secrétaire dévouée qui semblait presque trop dévouée, trop correcte, une fortune familiale suffisamment importante pour fournir un mobile à la méchanceté. Et une femme qui avait avoué avoir construit de fausses versions de ce qu'elle aimait, refusant de voir la réalité. Les gants sous l'if la troublaient encore. Ils étaient un symbole, elle en était certaine. Mais de quoi? Un départ volontaire, une vie interrompue, ou quelque chose de plus sinistre? Un message laissé délibérément, une traînée de miettes de pain menant à la vérité ou s'en éloignant. Elle repensa à la compagne de sa cousine Fanny, il y a des années, qui avait été si dévouée, si indispensable, jusqu'à ce que sa cousine Fanny change son testament et que le dévouement de la compagne s'évapore soudainement comme la brume matinale. Les gens jouaient eux des rôles. Mademoiselle Marple le savait. Ils jouaient les rôles que les circonstances ou la nécessité leur assignaient. Et parfois, ils jouaient ces rôles de manière si convaincante qu'ils finissaient eux-mêmes par croire à la fiction. Mais derrière chaque performance se cachait la vérité sur ce qu'une personne voulait réellement, sur ses intentions réelles. Et cette vérité finissait presque toujours par se révéler, à travers une petite incohérence, un moment où le masque tombait. Demain, décida mademoiselle Marple, elle rendrait visite à mademoiselle Constance Fortescue pour lui présenter ses condoléances. La jeune femme serait bouleversée, vulnérable. Et d'après l'expérience de mademoiselle Marple, les personnes vulnérables révélaient souvent plus qu'elles ne le voulaient. Elle entra dans son cottage et se prépara à se coucher avec sa routine méthodique habituelle. Mais le sommeil lui échappait. Elle resta éveillée, regardant le clair de lune dessiner des motifs sur le plafond à travers les branches d'ifs devant sa fenêtre, car il y avait aussi un if dans son propre jardin, ancien et sombre, et pensant aux gants soigneusement posés sur le sol, aux femmes qui avaient disparu et aux nombreuses façons dont l'amour pouvait se transformer en quelque chose de plus sombre. La visite de Miss Marple à Yew Tree House l'après-midi suivant fut programmée avec une précision minutieuse, suffisamment tard pour que les condoléances soient attendues et appropriées, suffisamment tôt pour qu'elle ne semble pas trop impatiente. Elle emporta avec elle un petit panier de gâteaux aux graines préparés dans sa propre cuisine. Ce gage universel de sympathie qui convenait aussi bien au deuil, aux maladies qu'aux catastrophes sociales. La maison elle-même était belle, dans ce style géorgien solide qui suggérait la permanence et la respectabilité. Le salon, dans lequel mademoiselle Marple fut conduite par une femme de chambre agitée, donnait sur le jardin et était rempli de meubles de bon goût et impersonnels, caractéristiques des maisons dont les occupants avaient souvent déménagé et avaient appris à ne pas s'attacher à des chaises ou des tables particulières. Tout était très propre, très correcte, à l'image de sa maîtresse disparue. Constance Fortescue était assise près de la fenêtre dans une posture d'immobilité épuisée, les mains jointes sur les genoux, ses cheveux noirs tirés en arrière de son visage, qui aurait été beau dans des circonstances plus heureuses.
Elle leva les yeux lorsque mademoiselle Marple entra. Et il y avait quelque chose de presque surpris dans son expression, comme si elle avait oublié que d'autres personnes existaient et était surprise de s'en souvenir. « Mademoiselle Marple, c'est très gentil de votre part de venir. » Sa voix était basse et soigneusement modulée, le genre de voix qui avait été entraînée depuis l'enfance à ne pas exprimer d'émotions inconvenantes. Mais ses yeux étaient rougis et ses mains tremblaient, ce qu'elle ne pouvait tout à fait dissimuler. « Ma chère enfant, je tenais à vous exprimer ma plus profonde sympathie. Cela doit être une période insupportable pour vous. Insupportable. » Constance répéta le mot comme pour en tester la justesse. « Oui, je suppose que ça l'est. Mais on doit le supporter malgré tout. On n'a pas le choix. » Elle lui indiqua une chaise. « Je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous du thé ? Madame Keene s'occupe des tâches ménagères. Elle m'est absolument indispensable, mais je peux certainement appeler pour... » « Ne vous donnez pas cette peine pour moi, » dit mademoiselle Marple en s'installant sur la chaise indiquée et en arrangeant soigneusement sa jupe. « Je voulais simplement vous offrir le réconfort que je pouvais, même si je sais que les mots sont bien pauvres dans un moment pareil. » « Oui. » Le regard de Constance se posa à nouveau sur la fenêtre où le jardin baignait dans la lumière de l'après-midi, les parterres de fleurs s'épanouissant avec une indifférence apparente face à la tragédie humaine. « Les mots sont bien pauvres. » Ma mère le disait toujours. Elle croyait aux actions, à faire ce qui était nécessaire, indépendamment des sentiments. « Les sentiments passent, » me disait-elle. « Le devoir reste. » Elle était très forte de cette manière, beaucoup plus forte que moi. Miss Marple remarqua le tremblement dans la voix de la jeune fille et ressentit une pitié familière. C'était à cela que ressemblait le chagrin lorsqu'il était réprimé par l'éducation et les attentes sociales. Un barrage retenant un océan, tremblant sous la pression, mais refusant de céder. Elle avait déjà vu cela chez de jeunes femmes, à qui l'on avait enseigné que l'expression des émotions était vulgaire, que les dames bien élevées devaient garder leur sang-froid malgré leur dévastation intérieure. « Je comprends que vous ayez découvert les gants vous-même, » dit doucement mademoiselle Marple. « Cela a dû être un choc terrible. » Constance serra les mains sur ses genoux. « Je vais au cimetière tous les matins, pour m'occuper de la pierre tombale de mon père. Il n'est pas enterré là, bien sûr. Il est mort en Égypte, mais ma mère a fait placer une pierre. Elle disait que cela la réconfortait d'avoir un endroit à visiter. J'y vais généralement assez tôt, avant le petit déjeuner. Hier matin, j'y suis allé à 7h30, comme d'habitude. Et ils étaient là, les gants de ma mère. Ils étaient posés là, sous l'if, comme si elle les avait laissés là dans l'intention de revenir les chercher. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue, et je ne comprends pas où elle a pu aller, ni pourquoi elle serait partie sans dire un mot à personne. » Avait-elle semblé troublée ces derniers temps? Inquiète à propos de quelque chose en particulier? Une pause, lourde de non-dits. Maman était toujours inquiète à propos de quelque chose. Elle portait le monde sur ses épaules, ou croyait le faire, ce qui revient au même. Ces derniers temps, elle s'inquiétait pour moi, je suppose. Elle pensait que je me rendais malade à cause de... Elle s'interrompit, se mordant la lèvre. À cause de M. Carmody. Constance releva brusquement la tête, les yeux soudainement brillants, peut-être de colère, peut-être de larmes, peut-être des deux. Apparemment, tout le monde est au courant pour Philippe. Tout le village discute de ma vie privée autour d'un thé et de scones. Charmant. L'amertume dans sa voix était brute, sans filtre. Puis, comme si elle réalisait qu'elle avait franchi une limite de courtoisie, elle sembla se ressaisir. « Je suis désolée. C'était inexcusable. Vous n'avez été que gentille, et je me comporte comme une enfant capricieuse. Vous vous comportez comme quelqu'un qui subit une pression énorme, » dit calmement mademoiselle Marple. « Et vous avez tout à fait raison.
Les villages sont le théâtre de commérages. C'est l'un de leurs traits les moins attrayants, mais aussi, je pense parfois, l'un des plus nécessaires. Les ragots servent de mémoire collective et de registre moral, pour le meilleur ou pour le pire. Un soupçon de sourire effleura les lèvres de Constance. Mère a dit quelque chose de similaire une fois. Elle disait que les villages étaient comme des familles. Tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, et la vie privée était un luxe que l'on sacrifiait au nom de la sécurité. Le sourire s'estompa, même si je ne suis pas sûr que nous soyons vraiment en sécurité. Avant que mademoiselle Marple n'ait le temps de répondre, la porte s'ouvrit pour laisser entrer une femme d'une trentaine d'années, mince et élégante dans sa robe gris foncé, portant un plateau de thé, malgré les assurances de Constance qu'il n'était pas nécessaire de l'appeler. Mademoiselle Marple supposa qu'il s'agissait de la dévouée Madame Julia Keene. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être du thé après tout, Constance, » dit Madame Keene, en posant le plateau avec une efficacité acquise par l'habitude. Sa voix était agréable et douce, ses manières respectueuses, sans être serviles. « Et vous devez manger quelque chose. Vous n'avez rien pris depuis hier soir. » Elle se tourna vers mademoiselle Marple. « Je suis Julia Keene, la secrétaire de madame Fortescue. Vous êtes mademoiselle Marple, n'est-ce pas? Madame Fortescue m'a parlé de vous à plusieurs reprises. Elle disait que vous étiez la femme la plus observatrice de St. Mary Mead. » « C'est très déconcertant de sa part, » dit mademoiselle Marple d'un ton doux en acceptant une tasse de thé. Mais je suis sûre qu'elle le pensait gentiment. Elle le disait avec respect. Madame Keene servit Constance et ajouta du sucre sans lui demander son avis, connaissant manifestement les préférences de la jeune fille. Madame Fortescue appréciait l'intelligence et la perspicacité. Elle avait très peu de patience pour la bêtise. Il y avait quelque chose de presque possessif dans son ton, comme si elle était la seule à vraiment comprendre le caractère de Laura Fortescue, tandis que les autres ne faisaient que des suppositions. Mademoiselle Marple but une gorgée de thé et observa les deux femmes avec intérêt. Constance s'était repliée dans sa coquille de calme prudent, tandis que Madame Keene se déplaçait dans la pièce avec l'aisance inconsciente de quelqu'un qui se considérait comme indispensable à son bon fonctionnement. Elle redressait un coussin ici, ajustait un rideau là, de petits gestes de propriété déguisés en service. « Vous devez être également dévastée, Madame Keene, » osa mademoiselle Marple, « vous qui travailliez si étroitement avec Madame Fortescue. » Quelque chose passa sur le visage de Madame Keene, trop rapidement pour être identifié, mais laissant l'impression d'une forte émotion soigneusement réprimée. Madame Fortescue m'a donné un but alors que je n'en avais pas. Après la mort de mon mari, j'étais complètement perdu. Elle m'a offert non seulement un emploi, mais aussi un sentiment d'appartenance. J'aurais fait n'importe quoi pour elle. J'espère qu'elle le savait. Je suis sûr qu'elle le savait, dit Constance doucement. Il y avait une note étrange dans sa voix. Était-ce du ressentiment, de la gratitude? Mademoiselle Marple n'arrivait pas à le dire. Vous lui avez été plus fidèle que quiconque, même que sa propre fille. Madame Keene se retourna brusquement. Constance, vous ne devez pas dire de telles choses. Vous êtes bouleversée. Votre mère comprenait que vous traversiez vos propres difficultés. Elle n'aurait jamais douté de votre amour pour elle. Vraiment? Constance posa sa tasse de thé d'une main tremblante. Nous nous disputions, Madame Keene. Nous nous disputions constamment. À propos de Philippe, de mon avenir, de mes tendances morbides. C'était son expression. Des tendances morbides. Comme si le chagrin était quelque chose de honteux à réprimer plutôt que quelque chose à ressentir et à endurer. Elle regarda mademoiselle Marple avec des yeux qui exprimaient un besoin désespéré d'être comprise. J'aimais ma mère, mais l'amour et la compatibilité ne sont pas la même chose, n'est-ce pas? Nous nous rendions mutuellement terriblement malheureuses, et maintenant elle est partie, et je n'aurai jamais la chance de réparer cela.
La franchise brute dans sa voix sembla sincère à mademoiselle Marple. Ce n'était pas une confession calculée de culpabilité, mais l'auto-accusation angoissée du chagrin. Elle avait déjà entendu cette note précise dans la voix de la jeune Dilys Morton, après la mort de sa mère, se reprochant chaque mot dur et chaque échec imaginaire. Les êtres humains, réfléchit mademoiselle Marple, étaient remarquablement doués pour trouver des moyens de se torturer à propos de choses qu'ils ne pouvaient pas changer. « Votre mère avait-elle mentionné un projet de voyage ?» demanda mademoiselle Marple. « Avait-elle l'intention de rendre visite à des amis ou à des parents ?» Les deux femmes secouèrent la tête. « Maman n'avait pas de parents proches, » dit Constance. « Papa était enfant unique, et la famille de maman, eh bien, il y avait une certaine distance entre eux. Elle n'en parlait jamais. Quant à ses amis, elle connaissait bien sûr des gens, mais je ne dirais pas qu'elle avait des amitiés intimes. C'était une personne très discrète. Très discrète, répéta madame Keene. Elle gardait ses pensées pour elle. Elle avait des soucis, je le savais. Je la voyais parfois tard le soir, assise dans son bureau, en train de parcourir des papiers. Quand je lui demandais si je pouvais l'aider, elle se contentait de sourire et disait qu'elle triait de vieux souvenirs. Mais il y avait quelque chose. Elle marqua une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Quelque chose qui la préoccupait ces dernières semaines, un fardeau qu'elle portait seule. Mademoiselle Marple tendit l'oreille. Quel genre de fardeau? Je ne sais pas exactement. Mais à 2 reprises, je l'ai surprise en train de brûler des papiers dans la cheminée de son bureau, alors que nous sommes en juin et qu'il ne fait pas assez froid pour justifier un feu. Quand je suis entré, elle s'est immédiatement arrêtée et a changé de sujet. Elle a également reçu plusieurs lettres qui semblaient la bouleverser. Des lettres qu'elle détruisait immédiatement après les avoir lues. Je l'ai vue le faire une fois, déchirer une lettre en petits morceaux et la jeter dans le feu. Ses mains tremblaient. « Avez-vous vu de qui provenaient ces lettres ?» Madame Keene secoua la tête. « Les enveloppes avaient déjà été jetées lorsque je m'en suis aperçu. Mais elles étaient manuscrites, ça, je le sais. Le facteur a mentionné que Madame Fortescue recevait plus de courriers que d'habitude ces derniers temps. J'ai supposé qu'il s'agissait de lettres personnelles, peut-être d'anciens amis de l'époque où elle était diplomate. Mais vu ce qui s'est passé... » Elle s'interrompit, laissant clairement entendre ce qu'elle voulait dire. Constance était devenue très pâle. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela avant, si ma mère était menacée ou harcelée ?» « Je ne dis pas qu'elle était menacée, » s'empressa de répondre madame Keene. « Seulement qu'elle semblait troublée. Et vous savez comment était votre mère, Constance. Elle n'aurait jamais voulu vous accabler de ses soucis, surtout compte tenu de vos propres difficultés. » La référence aux difficultés de Constance resta en suspens dans l'air comme de la fumée. Mademoiselle Marple regarda le visage de la jeune fille se refermer comme une porte, toute l'honnêteté brute de l'instant précédent remplacée par un masque d'indifférence polie. Les blessures infligées par Philippe Carmody restaient ouvertes et manifestement taboues en présence des personnes présentes. « S'il y a des lettres, la police devra en être informée, » dit doucement mademoiselle Marple. « Même si elles ont été détruites, le fait qu'elles aient existé pourrait être significatif. L'inspecteur Slack a déjà pris tous les papiers de ma mère dans le bureau, » dit Constance. « Il a passé 2 heures hier à fouiller son bureau. S'il y avait quelque chose de pertinent, je suppose qu'il le découvrira. » Mademoiselle Marple en doutait fortement. L'inspecteur Slack était un homme minutieux à sa manière, mais il recherchait des éléments évidents, des lettres de menaces clairement identifiées comme telles, des irrégularités financières, des preuves concrètes d'actes répréhensibles. Il ne reconnaîtrait pas nécessairement l'importance d'une correspondance brûlée ou le poids de fardeaux anonymes. De telles choses nécessitaient non seulement une enquête, mais aussi une interprétation, et l'interprétation exigeait de comprendre comment les êtres humains dissimulaient leurs véritables intentions sous des couches de comportement ordinaires. Elle finit son thé
et se leva pour partir, murmurant des condoléances appropriées et assurant les deux femmes de sa disponibilité si elles avaient besoin de quoi que ce soit. Alors que Madame Keene la raccompagnait à la porte, Mademoiselle Marple s'arrêta dans le couloir. Une petite table supportait une collection de photographies encadrées. La famille Fortescue, photographiée dans divers lieux exotiques au cours de la carrière diplomatique de Geoffrey Fortescue. L'Égypte, l'Inde, Constantinople. Sur chaque photo, Laura Fortescue se tenait légèrement à l'écart de son mari et de sa fille, le sourire agréable et distant, comme si elle était en quelque sorte séparée de sa propre vie. Et dans un coin, à moitié cachée derrière les autres, se trouvait une photo plus récente qui attira l'attention de Mademoiselle Marple. Elle montrait Constance dans ce qui était clairement un portrait de fiançailles, vêtue d'une élégante robe de thé, debout à côté d'un jeune homme grand, aux cheveux blonds et au sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Philippe Carmody, sans doute. Il avait la main sur l'épaule de Constance, un geste possessif qui rappelait désagréablement à Mademoiselle Marple la façon dont Bertram, l'ami de son neveu, tenait son retriever, comme si le chien pouvait s'enfuir s'il n'était pas correctement retenu. « Monsieur Carmody semble être un beau jeune homme », observa Mademoiselle Marple. L'expression de Madame Keene se durcit de manière presque imperceptible. « La beauté vient de l'intérieur, ma Mademoiselle Marple. » Philippe Carmody est le genre d'homme qui croit que le charme excuse tous les comportements. Madame Fortescue a fini par le percer à jour. Elle a été très soulagée lorsque les fiançailles ont pris fin, même si elle ne pouvait bien sûr pas le dire à Constance. Je suppose que Constance ne partage pas cet avis. Constance croit avoir le cœur brisé. Qu'elle le soit réellement ou qu'elle croit simplement qu'elle devrait l'être est une toute autre question. Madame Keene ouvrit la porte d'entrée d'un air déterminé. « Les gens se convainquent de toutes sortes de choses, vous ne trouvez pas? Ils construisent des récits qui justifient leurs sentiments, indépendamment de la réalité objective. » Mademoiselle Marple repensa au rapport du docteur Haydock sur les propos de Laura Fortescue, qui disait que nous construisions de fausses versions, des personnes que nous aimons et refusions de voir la réalité. Je pense que nous le faisons tous dans une certaine mesure. C'est ainsi que nous donnons un sens à un monde compliqué. Peut-être. Madame Keene esquissa un sourire. Mais certains récits sont plus dangereux que d'autres. Mademoiselle Marple rentra lentement chez elle, l'esprit bouillonnant d'impressions et de théories à moitié formées. Lorsqu'elle arriva à son cottage, elle était parvenue à une conclusion qui semblait troublante et plausible. Constance Fortescue avait tué sa mère. La théorie s'était construite avec une logique implacable, tandis que Mademoiselle Marple préparait son modeste dîner et s'installait dans son fauteuil avec son tricot. La jeune fille était manifestement instable, poussée à la dépression par la rupture de ses fiançailles et par le manque de sympathie apparent de sa mère. Les querelles entre elles avaient été fréquentes et amères. Constance en avait eu l'occasion. Elle était seule dans le cimetière ce matin-là et aurait facilement pu mettre en scène la découverte des gants. Elle hériterait des biens de sa mère, gagnant à la fois son indépendance financière et sa liberté vis-à-vis du jugement maternel. Et il y avait autre chose, quelque chose qui tourmentait la conscience de Mademoiselle Marple, comme une écharde enfoncée profondément sous la peau. La façon dont Constance avait parlé de sa mère, avec ce mélange particulier d'amour et de ressentiment, de dévouement et d'amertume. Miss Marple avait déjà observé cette combinaison précise chez la fille d'Emily Skinner, qui avait étouffé sa mère invalide avec un oreiller après que des années de soins dévoués aient fini par éroder sa capacité à éprouver de la compassion. L'amour et le meurtre n'étaient brut pas opposés. Ils étaient parfois terriblement proches, séparés seulement par la fine membrane de la maîtrise de soi. Les gants la dérangeaient cependant. Si Constance avait tué sa mère, peut-être en la poussant dans la rivière ou en la frappant lors d'une dispute, pourquoi aurait-elle soigneusement disposé les gants sous l'if?
Pour brouiller les pistes, mais où mèneraient ces pistes? Les gants suggéraient une préméditation, une mise en scène, une construction délibérée du mystère. Cela semblait incompatible avec un crime passionnel, avec la violence soudaine d'un ressentiment accumulé qui avait fini par éclater. À moins, pensa mademoiselle Marple, que la mise en scène ne soit précisément le but recherché. Constance était une fille intelligente, cultivée, certainement familière des romans policiers et des histoires mystérieuses. Et si elle avait délibérément créé une scène déroutante pour détourner les soupçons d'elle-même? Les gants mystérieux, l'enlèvement apparent, tout cela suggérait une menace extérieure, un méchant inconnu, plutôt que le suspect évident au sein de la maisonnée. Au cours des 3 jours suivants, mademoiselle Marple recueillit discrètement des informations qui semblaient corroborer sa théorie. Elle apprit par le facteur que Constance avait été vue marchant près de la rivière le soir de la disparition de sa mère, vers 7 heures, bien après la fin de la garden party organisée au presbytère. Elle découvrit grâce à la femme de chambre, qui était apparentée à Betty, la propre domestique de mademoiselle Marple, que Constance avait brûlé plusieurs objets dans la cheminée de sa chambre le lendemain matin de la disparition, malgré le temps chaud. Et le plus accablant de tout, elle apprit de M. Crowley, l'avocat, qui avait parlé sans réfléchir au Blue Boar, que Laura Fortescue avait récemment discuté de la modification de son testament afin de réduire l'héritage de Constance si celle-ci ne consultait pas un médecin pour son état mental. La police suivait la même théorie, mais avec son manque de subtilité habituelle. L'inspecteur Slack interrogea Constance 3 fois en 2 jours, chaque session étant plus incisive que la précédente. Le village bruissait de spéculations, la plupart centrées sur la fille instable et la mère assassinée. Madame Price Ridley, qui n'avait jamais aimé le caractère morose de Constance, se déclarait tout à fait peu surprise que la jeune fille ait finalement commis un acte terrible. Même le docteur Haydock, qui avait initialement défendu Constance, avait déclaré que la dépression sévère se manifestait parfois de manière violente, en particulier lorsqu'elle était associée à un sentiment de persécution et de rejet maternel. Mademoiselle Marple observait cette tempête qui se préparait avec un sentiment d'inévitabilité. Tout pointait vers Constance Fortescue. Le mobile, l'opportunité, le comportement suspect, tout concordait avec une précision accablante. Elle ressentait ce mélange particulier de satisfaction et de tristesse qui découle de la résolution d'une énigme dont la solution n'apporte aucune joie. Et pourtant, le 4e jour après la disparition de Laura Fortescue, mademoiselle Marple était assise dans son jardin, essayant de se concentrer sur son tricot, mais son attention était sans cesse attirée par l'if qui poussait près de sa clôture arrière. Elle se souvenait de ses études, botaniques d'enfance. Les ifs étaient remarquables pour leur longévité et leur toxicité. Toutes les parties de l'arbre étaient toxiques, l'écorce, les feuilles, les graines, à l'exception de l'arille rouge vif qui entourait la graine. Même le bois était dangereux. Les vieilles femmes mettaient en garde contre le fait de brûler de l'if dans la cheminée, de peur que les fumées n'empoisonnent la maisonnée. Du poison. Le mot s'installa dans son esprit avec un clic presque audible. Elle avait supposé qu'il s'agissait d'un acte violent, une poussée, un coup, une attaque physique soudaine. Mais si la méthode avait été plus subtile? Laura Fortescue avait brûlé des papiers dans sa cheminée au mois de juin. Madame Keene avait mentionné l'avoir vu faire cela à 2 reprises. Et si elle avait brûlé des branches d'if? Et si quelqu'un lui avait suggéré de les brûler, sachant que les fumées la rendraient malade ou la tueraient? Mais cela n'avait aucun sens. On ne disparaissait pas après avoir été empoisonné dans son propre bureau. Un corps resterait. Des preuves existeraient. Miss Marple posa son tricot, frustrée par son propre raisonnement circulaire. Les gants sous l'if, les papiers brûlés de Laura, le comportement suspect de Constance, les lettres mystérieuses.
Tous ces éléments auraient dû former un tableau cohérent, mais ils restaient obstinément déconnectés, comme les pièces d'un puzzle provenant de différentes boîtes. Elle réfléchissait encore à tout cela lorsque Betty apparut à la porte du jardin, le visage rouge d'excitation. « Mademoiselle Marple, ils ont trouvé un corps. » Le cœur de Mademoiselle Marple se serra. « Où ? » ?»« Dans la rivière, coincé dans le barrage près de la propriété du fermier Gilles. Il est en état de décomposition avancée, selon l'inspecteur Slack, mais il pense qu'il pourrait s'agir de Madame Fortescue. Ils l'emmènent au cabinet du docteur Haydock pour une identification formelle. Mademoiselle Marple se leva avec une détermination sinistre. « Je crois que je vais me rendre au village à pied, Betty. L'après-midi est agréable et l'exercice me fera du bien. » Lorsqu'elle arriva dans la rue principale, la moitié du village s'était rassemblée devant le cabinet du docteur Haydock, maintenu à distance respectable par un agent de police, mais clairement avide de nouvelles. Mademoiselle Marple se plaça près de Madame Price Ridley et de Mademoiselle Weatherby, qui discutaient avec animation pour savoir si le corps serait reconnaissable après plusieurs jours passés dans l'eau. « Le courant est assez fort au barrage, » disait Mademoiselle Weatherby. « Je ne pense pas qu'il restera grand-chose à identifier. C'est absurde. La science médico-légale moderne est très avancée. Ils peuvent identifier des corps à partir du plus petit fragment d'os ou de dent. » Madame Price Ridley parlait avec l'assurance de quelqu'un dont les connaissances provenaient entièrement de romans policiers. Pauvre Laura. Finir ainsi, et sans doute aux mains de sa fille. Croyez-moi, ce sera un meurtre des plus odieux. La porte du cabinet s'ouvrit et le docteur Haydock apparut, le visage pâle et impassible. L'inspecteur Slack le suivait, l'air à la fois satisfait et mal à l'aise, comme le sont les hommes dont les pires soupçons se sont confirmés, mais qui ne tirent aucune satisfaction de cette confirmation. « C'est Madame Fortescue », annonça le docteur Haydock à l'Assemblée. Il contrôlait soigneusement sa voix, mais Mademoiselle Marple pouvait entendre la tension qui la sous-tendait. Elle a été identifiée grâce à ses bijoux et à ses soins dentaires. J'ai procédé à un examen préliminaire. La cause du décès semble être la noyade, bien qu'il y ait des traces d'un coup porté à l'arrière de la tête qui l'aurait d'abord rendue inconsciente. Il fit une pause et déglutit bruyamment. Le corps était alourdi par des pierres placées dans les poches de son manteau. Quelqu'un s'était assuré qu'elle ne remonterait pas facilement à la surface. Un murmure collectif parcourut la foule. Alourdi. Cela suggérait une préméditation, un plan froidement élaboré. Ce n'était pas un crime passionnel, ni une querelle soudaine ayant tourné à la tragédie. Quelqu'un avait frappé Laura Fortescue, l'avait noyée, puis avait soigneusement disposé son corps dans la rivière, plaçant des pierres dans ses poches pour la maintenir immergée. L'inspecteur Slack s'éclaircit la gorge. « Nous procéderons à une arrestation sous peu. Je ne peux pas discuter des détails de notre enquête, mais je peux assurer au public que nous savons qui est responsable de ce crime terrible. Justice sera faite. » Il n'avait pas besoin de nommer Constance Fortescue. Toutes les personnes présentes comprenaient exactement de qui il parlait. Miss Marple rentra chez elle lentement, l'esprit en ébullition. La découverte du corps semblait confirmer toutes ses hypothèses. Constance avait tué sa mère dans un accès de rage ou de désespoir, alourdi le corps pour le dissimuler et mis en scène le mystérieux spectacle des gants pour semer la confusion. Le coup à la tête, la noyade, la dissimulation soigneuse du corps. Tout cela suggérait que l'auteur du crime connaissait bien la victime, savait comment elle fonctionnait et avait pu l'attirer près de la rivière, sans éveiller ses soupçons. Et pourtant, encore ce mot, ce doute persistant. Mademoiselle Marple ne parvenait pas à faire taire complètement la petite voix dans son esprit qui lui murmurait « Quelque chose ne va pas ». Elle passa la soirée à essayer d'identifier ce qui la troublait, tricotant machinalement, tandis que ses pensées tournaient en rond autour du problème.
Ce n'est qu'en se levant pour fermer les rideaux à la tombée de la nuit qu'elle le vit, ou plutôt s'en souvint. Le fil. Le fil bleu foncé qu'elle avait trouvé accroché à l'écorce de l'if. Elle se précipita vers son secrétaire et récupéra son carnet où elle avait glissé le fil pour le mettre en sécurité. Elle le tint à la lumière de la lampe et l'examina attentivement. De la laine de bonne qualité, qui provenait sans aucun doute d'un costume d'homme ou d'une veste de femme. Le genre de fil qui ne se détache pas facilement au contact de l'écorce, mais qui peut se déchirer si quelqu'un s'est appuyé lourdement contre l'arbre ou s'en est agrippé pour se soutenir. Laura Fortescue portait une robe gris pâle lors de la garden party du presbytère. Miss Marple s'en souvenait clairement. Pas bleu foncé. Le fil appartenait donc à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'était trouvé près de l'if à un moment donné, suffisamment près pour entrer en contact avec l'écorce rugueuse. Elle repensa à toutes les personnes qu'elle avait vues et à qui elle avait parlé au cours des 4 derniers jours. L'une d'entre elles portait-elle du bleu foncé? Madame Keene était vêtue de gris. Constance était en noir. L'inspecteur Slack portait son costume marron habituel. Le docteur Haydock possédait un blazer bleu foncé. Mademoiselle Marple l'avait vu le porter à de nombreuses reprises, y compris, se souvint-elle soudainement, lors de la garden party au presbytère le jour où Laura Fortescue avait disparu. Cette prise de conscience la frappa comme un coup physique. Non pas parce qu'elle prouvait immédiatement quoi que ce soit, mais parce qu'elle ouvrait une toute nouvelle piste qu'elle n'avait absolument pas envisagée. Et si elle s'était trompée sur tout? Mademoiselle Marple dormit à peine cette nuit-là. Son esprit passa en revue une centaine de possibilités, testant et rejetant des théories avec l'énergie frénétique de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a construit un édifice complexe sur des fondations défectueuses. Au matin, elle était parvenue à une hypothèse si troublante, si contraire à tout ce qu'elle avait cru, qu'elle se sentait presque étourdie par ses implications. Elle devait vérifier certains faits avant d'approcher l'inspecteur Slack. Celui-ci était convaincu de la culpabilité de Constance et n'apprécierait pas l'ingérence de mademoiselle Marple, à moins qu'elle ne puisse lui présenter des preuves irréfutables. Elle se rendit d'abord au presbytère, où elle trouva madame Clement dans le salon, en train de préparer le plan d'un sermon pour son mari. Madame Clement était une femme sensée, dotée d'une excellente mémoire pour les détails sociaux, qualités essentielles pour une femme de pasteur. Madame Clement, puis-je vous poser quelques questions au sujet de la garden party de la semaine dernière? Vous avez une mémoire remarquable pour vous souvenir qui est arrivé quand et qui a parlé avec qui. Madame Clement eut l'air ravie. J'essaie de garder une trace. Mon mari dit que j'aurais dû être stratège militaire, vu la façon dont j'organise les réunions sociales. Que souhaitez-vous savoir? Le docteur Haydock était présent, n'est-ce pas? Oh oui, il est arrivé assez tôt, vers 4h30, je crois. Il vient toujours à ce genre de choses, même s'il est terriblement occupé. C'est une preuve de son dévouement à la paroisse. Et avez-vous remarqué quand il est parti? Madame Clement fronça les sourcils, concentrée. Maintenant que vous le dites, je ne me souviens pas l'avoir vu partir. Mais bon, les gens quittent ces réceptions quand bon leur semble. Je n'ai certainement pas surveillé le départ de tout le monde. Pourquoi cette question? Oh, sans raison particulière. J'essaie simplement de reconstituer le déroulement des événements dans mon esprit. Mademoiselle Marple sourit vaguement. Et Madame Fortescue, avait-elle l'air bien quand elle est partie? Parfaitement bien, d'après ce que j'ai pu voir. Mais elle est partie assez brusquement. L'instant d'avant, elle discutait avec le colonel Melchett de l'exposition florale. Et l'instant d'après, elle s'excusait et s'éloignait précipitamment. Je me souviens avoir pensé que cela ne lui ressemblait pas, car elle était généralement très polie et prenait toujours le temps de saluer ses hôtes. Quelqu'un est-il parti à peu près au même moment qu'elle? Je ne saurais vraiment le dire. Il y avait peut-être 40 personnes. Mademoiselle Marple.
Il aurait fallu un registre pour suivre les mouvements de tout le monde. Le ton de Madame Clement était devenu légèrement acerbe, suggérant qu'elle avait atteint la limite de sa tolérance pour ces questions apparemment inutiles. Mademoiselle Marple la remercia et prit congé, l'esprit en ébullition. Laura Fortescue avait quitté brusquement la garden party à 6h30. Le départ du docteur Haydock était passé inaperçu, et à un moment donné dans la soirée, Laura Fortescue avait été frappée à la tête, noyée et jetée dans la rivière avec des pierres dans les poches. Sa deuxième étape fut le dépôt postal, où M. Hoskins triait le courrier avec la précision méthodique de 30 ans d'expérience. C'était également un incorrigible commère, une qualité que Mlle Marple trouvait désormais potentiellement utile. « Monsieur Hoskins, j'ai cru comprendre que Mme Fortescue avait reçu récemment un nombre inhabituel de lettres. Mme Keene m'en a parlé. » M. Hoskins acquiesça d'un air important. « C'est exact. 3, parfois 4 lettres par semaine depuis environ 1 mois. Toujours la même écriture. Je remarque ces choses-là. C'est une question de rigueur, vous comprenez? On ne peut pas se contenter de jeter les lettres dans les boîtes sans discernement. Avez-vous reconnu l'écriture? » Il secoua la tête. « Elle n'est pas locale, ça je peux vous le dire. Le cachet de la poste est londonien. Mais il y avait quelque chose dans l'écriture. » Il marqua une pause, fronçant les sourcils. Un peu tremblante, si vous voyez ce que je veux dire. Comme quelqu'un qui écrit à la hâte ou sous pression. L'écriture de ma défunte? Mère ressemblait à ça vers la fin, quand ses mains n'étaient pas plus stables. Ou peut-être quelqu'un qui dissimule son écriture normale, murmura Mlle Marple. Hein? Oui, je suppose que c'est possible aussi. Je n'y avais pas pensé. La dernière étape de Mlle Marple avant de confronter ses soupçons fut le Blue Boar, où elle commanda une théière et s'installa dans le salon avec une vue dégagée sur le bar. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Le docteur Haydock arriva à midi, commanda un brandy malgré l'heure matinale et s'assit lourdement dans un fauteuil dans un coin. Son visage était hagard, ses mains tremblaient lorsqu'il porta le verre à ses lèvres. Mademoiselle Marple se leva et se dirigea vers sa table. « Docteur Haydock, puis-je me joindre à vous un instant ?» Il leva les yeux, et elle vit dans son regard quelque chose qui s'apparentait au désespoir. « Mademoiselle Marple, bien sûr, je vous en prie. » Il lui indiqua la chaise, en face de lui. « Je crains de ne pas être de très bonne compagnie. Cette affaire avec Laura m'a bouleversé plus que je ne peux l'exprimer. Vous étiez proche d'elle. Ce n'était pas une question, mais il y répondit quand même. Oui. Trop proche, peut-être. C'est que... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. Je l'admirais beaucoup. Sa force, son intelligence. Après la mort de mon père, lorsque j'ai repris le cabinet, elle a été très gentille avec moi. Elle m'a aidé à m'établir dans la communauté. Je lui en étais profondément reconnaissant. La gratitude, dit doucement Mademoiselle Marple, est parfois le prélude à des sentiments plus profonds. Il croisa son regard et elle y lut la vérité avant même qu'il ne la prononce. J'étais amoureux d'elle, désespérément, stupidement amoureux d'elle. Elle avait 15 ans de plus que moi, était veuve et pleurait encore son mari et ignorait complètement mes sentiments. Ou peut-être pas complètement. Peut-être était-elle simplement assez gentille pour faire semblant de ne pas les remarquer. Je ne lui en ai jamais parlé directement. À quoi cela aurait-il servi? Elle aurait été horrifiée. Ou pire, elle aurait eu pitié de moi. Quelqu'un d'autre était au courant. Personne. J'étais très prudent. Je maintenais une distance professionnelle appropriée. Je ne donnais jamais à quiconque de raison de soupçonner quoi que ce soit. Ses mains se crispèrent autour de son verre. Et maintenant, elle est morte, assassinée, et je ne peux même pas la pleurer correctement sans paraître suspect. L'inspecteur Slack m'a déjà interrogé 2 fois. Il pense que je sais quelque chose sur son état mental que je ne révèle pas. Et c'est le cas,
Il la regarda d'un air sévère. « Que voulez-vous dire ?» Mademoiselle Marple choisit ses mots avec soin. « Vous avez mentionné que Madame Fortescue était sous pression, qu'elle avait fini par voir certaines choses plus clairement. Je me demande si ces choses concernaient quelqu'un de proche, quelqu'un dont elle avait mal compris la véritable nature. Si vous suggérez qu'elle a découvert mes sentiments et les a trouvés répugnants, je ne suggère pas cela du tout, l'interrompit doucement Mademoiselle Marple. Je suggère que Madame Fortescue avait peut-être découvert quelque chose au sujet de quelqu'un d'autre. Quelque chose qui la troublait profondément, et qu'elle vous avait peut-être consulté en tant que médecin et ami pour vous demander conseil sur la marche à suivre. Un silence tendu s'installa entre eux. Le docteur Haydock fixa son verre de brandy comme s'il pouvait lui apporter des réponses. « Elle m'a consulté, » dit-il finalement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « 2 semaines avant sa disparition, elle est venue à mon cabinet le soir, après les heures de consultation. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de me parler d'une affaire délicate. Elle avait découvert... » Il s'interrompit et déglutit péniblement. Elle avait découvert qu'une personne en qui elle avait confiance, qu'elle avait accueillie chez elle, n'était pas celle qu'elle prétendait être. Que cette personne avait menti sur des faits fondamentaux de son passé et de son présent. Elle ne m'a pas dit de qui il s'agissait. Elle a dit qu'il était trop dangereux de prononcer son nom à voix haute tant qu'elle n'avait pas de preuves. Le cœur de Mademoiselle Marple se mit à battre plus fort. « Que lui avez-vous conseillé de faire ?» « Je lui ai dit d'aller immédiatement voir la police. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle devait être absolument certaine avant de porter des accusations qui pourraient détruire la vie de quelqu'un. Elle a dit qu'elle allait confronter cette personne, lui donner une chance de s'expliquer. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Je lui ai dit que c'était dangereux, que si quelqu'un avait pris tant de précautions pour dissimuler sa véritable identité, il était prêt à tout pour protéger ce secret. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle a dit qu'elle avait passé trop de temps à éviter les vérités difficiles et qu'elle était déterminée à affronter celles-ci directement. Sa voix s'est brisée. Et maintenant, elle est morte. « Dr. Haydock, » a dit Mademoiselle Marple avec insistance, « Madame Fortescue vous a-t-elle donné la moindre indication sur l'identité de cette personne? Le moindre détail, aussi insignifiant soit-il ?» Il a secoué la tête, l'air désespéré. Seulement qu'elle se sentait idiote de ne pas l'avoir vue plus tôt. Qu'il y avait eu des signes depuis le début, de petites incohérences qu'elle avait ignorées parce qu'elle voulait croire en la bonté fondamentale de cette personne. Elle a dit... Il fit une pause, le regard perdu dans ses souvenirs. Elle a dit « Nous construisons les personnes dont nous avons besoin. Et refusons de voir qui elles sont réellement. C'est ce que j'ai fait, et Constance en a souffert. » Ces mots faisaient écho au rapport précédent du docteur Haydock, mais ils prenaient désormais un sens différent. Laura Fortescue ne parlait pas de sa fille, mais de quelqu'un d'autre, quelqu'un dont la tromperie avait affecté Constance. Quelqu'un qui avait été présenté comme bon et digne de confiance, mais qui n'était ni l'un ni l'autre. Et à ce moment-là, avec une clarté cristalline, Mademoiselle Marple comprit tout. « Dr. Haydock, » dit-elle en se levant rapidement, « je veux que vous m'emmeniez immédiatement à Yew Tree House. Et nous devons emmener l'inspecteur Slack. Il n'y a pas de temps à perdre. » L'inspecteur Slack n'était pas ravi d'être interrompu dans son thé par une vieille fille du village avec des théories, comme il le disait avec un scepticisme audible. Mais l'avis du docteur Haydock avait du poids, et en moins de 30 minutes, ils étaient tous réunis dans le bureau de Laura Fortescue à Yew Tree House. Mademoiselle Marple, le docteur Haydock, l'inspecteur Slack et son sergent. Madame Keene les fit entrer avec une expression d'inquiétude perplexe. « Inspecteur, y a-t-il du nouveau? Quelqu'un a-t-il avoué? » « Pas encore, Madame Keene, » répondit l'inspecteur Slack d'un ton bourru. « Mais Mademoiselle Marple insiste pour dire qu'elle dispose d'informations pertinentes pour l'affaire. Je la laisse faire,
Mais je vous le dis franchement, je pense que nous savons déjà qui est responsable. « Où est mademoiselle Constance ?» demanda mademoiselle Marple. « Dans sa chambre, à l'étage. Elle n'en est pratiquement pas sortie depuis... » La voix de madame Keene se brisa. « Depuis que le corps a été identifié. Je m'occupe de la maison du mieux que je peux. Quelqu'un doit faire tourner la maison. »« Bien sûr, » murmura mademoiselle Marple. « Vous avez été indispensable. Madame Fortescue l'a dit elle-même, n'est-ce pas? Elle vous a dit à quel point elle appréciait votre aide, votre discrétion, votre loyauté absolue. » Une lueur passa dans les yeux de madame Keene, peut-être de la méfiance ou du calcul. « Oui, c'est vrai. J'aime à penser que j'ai gagné sa confiance. »« Oh, j'en suis certaine, » dit mademoiselle Marple d'un ton aimable. « Vous avez travaillé très dur pour la gagner. Dès votre arrivée à St. Mary Mead il y a 2 ans, vous vous êtes rendue indispensable à ses yeux. Efficace, compétente, anticipant toujours ses besoins. La secrétaire parfaite. La compagne parfaite. Tellement parfaite qu'elle ne s'est jamais interrogée sur vos antécédents, n'a jamais vérifié vos références, ne s'est jamais demandé pourquoi une femme de votre éducation et de votre milieu se contentait d'un poste aussi modeste. Madame Keene était devenue très calme. Je ne comprends pas ce que vous insinuez. Vraiment, je pense que vous comprenez parfaitement. Mademoiselle Marple s'approcha, la voix douce mais implacable. Vous ne vous appelez pas Julia Keene, n'est-ce pas? Ou plutôt, c'est votre nom actuel, mais ce n'était pas toujours le cas. Avant de vous marier, vous vous appeliez Julia Carmody, la sœur aînée de Philippe Carmody. Le silence dans la pièce était absolu. Le visage de madame Keene avait perdu toute couleur, mais son expression restait soigneusement composée. C'est absurde. Philippe Carmody n'est pas de ma famille. « Inspecteur, » dit mademoiselle Marple sans quitter madame Keene des yeux, « je vous suggère d'envoyer un télégramme au bureau d'état civil de Little Benham pour vous renseigner sur la famille Carmody. Je pense que vous découvrirez que Philippe Carmody avait une sœur prénommée Julia, de 5 ans, son aînée, qui a épousé un certain Monsieur Edward Keene. Vous découvrirez également, si vous approfondissez vos recherches, qu'Edward Keene est décédé il y a 3 ans dans des circonstances jugées accidentelles, mais qui ont soulevé certaines questions lors de l'enquête. Il est tombé d'une fenêtre d'hôtel à Brighton. Le jury du coroner a rendu un verdict d'accident, mais des rumeurs ont couru selon lesquelles la fenêtre avait été ouverte de l'intérieur et que madame Keene était la seule autre personne présente dans la chambre. « Tout cela n'est que pure fantaisie, » dit madame Keene, mais sa voix avait perdu son assurance habituelle. « Vous inventez des liens qui n'existent pas. »« Vraiment ? Alors pourquoi avez-vous caché votre relation avec Philippe Carmody lorsqu'il s'est fiancé à Constance Fortescue? Pourquoi vous êtes-vous introduite dans la maison de madame Fortescue sous de faux prétextes? Il aurait été naturel de mentionner, lorsque les fiançailles de Philippe ont été annoncées, que vous étiez sa sœur, à moins, bien sûr, que vous ayez eu des raisons de vouloir que ce lien reste secret. Le docteur Haydock regardait madame Keene avec une horreur grandissante. « Bon Dieu, c'est vous qui avez arrangé ces fiançailles, n'est-ce pas? Vous avez manœuvré Philippe pour qu'il rencontre Constance, vous avez encouragé leur idylle, vous les avez poussés vers le mariage. Pourquoi? Pour l'héritage? Le domaine Carmody est hypothéqué jusqu'au cou, dit calmement mademoiselle Marple. J'ai pris la liberté de me renseigner auprès des relations de mon neveu à Londres. Philippe Carmody est, pour parler franchement, désespérément à court d'argent. Ses créanciers menaçaient d'intenter une action en justice. Un mariage avec Constance Fortescue et son confortable héritage auraient résolu tous ces problèmes. Et les vôtres aussi, madame Keene. Je soupçonne que vous aviez vos propres dettes, vos propres raisons de vouloir accéder à la fortune des Fortescue. Les mains de madame Keene se mirent à trembler. Elle les pressa contre sa jupe, luttant visiblement pour se contrôler.
Vous ne pouvez rien prouver, ce ne sont que des spéculations farfelues. Peut-être, mais voici ce que je pense qu'il s'est passé. Vous êtes venu à St. Mary Mead spécialement pour faciliter le mariage de votre frère avec Constance. Vous vous êtes rendu indispensable à Laura Fortescue. Vous avez gagné sa confiance totale, tout en orientant discrètement Constance vers Philippe. Cela aurait pu fonctionner si Laura Fortescue n'avait pas été une femme perspicace. Elle a commencé à remarquer des incohérences dans votre passé. Peut-être a-t-elle écrit à des références supposées qui n'existaient pas, ou peut-être a-t-elle simplement observé de petites contradictions dans les histoires que vous racontiez sur votre passé. Quoi qu'il en soit, elle a découvert la vérité sur qui vous étiez. Et elle vous a confronté. Non, elle vous a confronté lors de la garden party au presbytère. C'est pour cela qu'elle est partie si brusquement. Elle venait de confirmer ses soupçons d'une manière ou d'une autre. Peut-être avait-elle entendu quelque chose ou reçu une lettre confirmant ses recherches. Elle vous a dit qu'elle connaissait la vérité et vous a demandé de quitter immédiatement sa maison. Plus encore, elle a dit qu'elle vous dénoncerait, qu'elle raconterait à tout le monde ce que vous aviez fait. Votre supercherie serait révélée, et avec elle, les raisons mercenaires qui poussaient Philippe à courtiser Constance deviendraient évidentes. Le scandale vous détruirait tous les deux. Madame Keene respirait rapidement à présent, son calme habituel s'effritant. Elle ne voulait rien entendre. J'ai essayé de lui expliquer, de lui faire comprendre que Philippe tenait vraiment à Constance, que l'argent était secondaire. Mais ce n'était pas secondaire, n'est-ce pas? La voix de mademoiselle Marple était infiniment triste. C'était le but principal, et lorsque Laura Fortescue a menacé de détruire vos plans, vous avez décidé qu'il fallait la faire taire. Vous l'avez suivie depuis la garden party du presbytère. Vous l'avez rattrapée quelque part le long du chemin, peut-être près du cimetière, là où pousse l'if. Vous vous êtes disputés, puis vous l'avez frappée. C'était un accident. Les mots jaillirent de la bouche de madame Keene dans un cri étranglé. Je ne voulais pas la tuer. Elle allait tout gâcher, détruire Philippe, détruire ma seule chance de sécurité. Je voulais juste lui faire comprendre, mais elle ne voulait pas écouter. Elle n'arrêtait pas de dire des choses horribles sur Philippe, sur moi, et j'ai ramassé une pierre sur le mur du jardin. Je voulais juste lui faire peur pour qu'elle se taise, mais elle s'est détournée, et je... Elle s'interrompit et se couvrit le visage de ses mains. L'inspecteur Slack s'était placé devant la porte, le visage sombre. « Julia Keene, je vous arrête pour le meurtre de madame Laura Fortescue. »« Attendez, » dit madame Keene en baissant les mains. Son visage était baigné de larmes, mais sa voix s'était stabilisée, devenant plus dure, plus désespérée. « Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai tout abandonné pour Philippe. Tout. Après la mort de nos parents, je l'ai élevé. J'ai sacrifié mes propres perspectives d'avenir pour lui assurer une éducation, des relations, des opportunités. Et quand mon mari est mort et m'a laissé sans rien d'autre que des dettes, oui, la mort d'Edward était opportune. Et non, je ne confirmerai ni ne nierai les rumeurs que vous avez entendues. Quand je me suis retrouvé seul et sans rien, Philippe m'a promis de prendre soin de moi. Il m'a promis que si je l'aidais à trouver un mariage fortuné, nous serions tous les deux en sécurité. Elle rit amèrement. Alors je suis venu ici. J'ai fait des recherches sur la famille St. Fortescue, j'ai créé une fausse identité. J'ai obtenu de fausses références. C'est incroyable ce qu'on peut acheter quand on est assez désespéré. Et je me suis rendu indispensable à Laura Fortescue. J'ai présenté Philippe à Constance lors d'un dîner soigneusement orchestré. J'ai encouragé leur romance. Je pensais avoir réussi. Puis Laura a commencé à enquêter sur moi. Elle a trouvé des incohérences dans mon parcours professionnel, mais je n'ai jamais su lesquelles. Elle m'a dit avoir écrit à mon ancien employeur et n'avoir reçu aucune réponse. Elle a commencé à me poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. « Alors vous l'avez tué ?» dit le docteur Haydock, la voix pleine de dégoût. J'ai paniqué. Nous nous sommes disputés près du cimetière.
comme l'a dit mademoiselle Marple. Elle allait me dénoncer le soir même. Elle a dit qu'elle rentrait chez elle pour écrire des lettres, contacter la police, tout raconter à Constance. Je ne pouvais pas la laisser faire. J'ai ramassé une pierre et je l'ai frappée. Elle est tombée et s'est cognée la tête contre le mur du cimetière. J'ai pensé qu'elle était juste inconsciente. Mais quand j'ai vérifié, la voix de Madame Keane s'est brisée. Elle ne respirait plus. Je l'avais tuée. Et ensuite, vous vous êtes débarrassé du corps, dit l'inspecteur Slack d'un ton neutre. Je l'ai traîné jusqu'à la rivière. Il faisait nuit noire et il n'y avait personne dans les environs. J'ai lesté ses poches avec des pierres et je l'ai poussé dans l'eau. Le courant l'a emportée. Je pensais qu'on ne la retrouverait jamais, ou que si c'était le cas, cela prendrait tellement de temps que personne ne pourrait déterminer ce qui s'était passé. Elle regarda mademoiselle Marple avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Les gants, c'était votre idée, n'est-ce pas? Vous avez compris qu'ils avaient été placés là pour brouiller les pistes. En fait, dit calmement mademoiselle Marple, j'avais complètement mal interprété leur signification au début. Je pensais que Constance les avait placés là pour semer la confusion. Ce n'est que lorsque j'ai compris que vous étiez la sœur de Philippe Carmody que j'ai compris. Vous avez placé les gants sous l'if pour suggérer que Laura était venue là, que quelque chose de mystérieux, lui, était arrivé dans le cimetière. Vous vouliez créer une énigme, un mystère, quelque chose qui détournerait l'enquête de la simple vérité, que vous l'aviez tué et jeté son corps dans la rivière. J'ai été si prudente, murmura Madame Keane. J'avais tout planifié dans les moindres détails. J'ai même écrit moi-même ces lettres à Laura, en déformant mon écriture, pour donner l'impression qu'elle était harcelée par un correspondant inconnu. Je pensais que cela fournirait une autre théorie, suggérerait une menace extérieure. Mais vous avez commis des erreurs, dit doucement mademoiselle Marple. Vous n'avez pas tenu compte du fait que Laura avait parlé de ses soupçons au docteur Haydock. Vous ne saviez pas qu'il y avait un fil de votre veste, en laine bleu foncé, qui s'était probablement détaché lorsque vous vous êtes battu avec Laura près de l'If. Et vous avez sous-estimé la force de l'amour d'une mère. Laura Fortescue était prête à affronter des vérités terribles pour protéger sa fille. Elle est morte parce qu'elle a refusé de se taire. Madame Keane s'effondra lentement sur une chaise, le visage entre les mains. Lorsqu'elle releva la tête, ses yeux étaient vides, à l'exception d'une profonde fatigue. « Je veux voir Philippe. Il doit savoir ce que j'ai fait pour lui. Il doit savoir ce que j'ai sacrifié. Monsieur Carmody a déjà été contacté, » dit l'inspecteur Slack d'un ton grave. « Il prétend ignorer tout de vos actions. Il dit qu'il n'était pas au courant de votre emploi chez Madame Fortescue et qu'il n'a certainement jamais conspiré pour assassiner qui que ce soit. » Un sourire amer se dessina sur les lèvres de Madame Keane. Bien sûr qu'il le sait. Philippe a toujours été remarquablement doué pour préserver son innocence. C'était mon rôle, vous voyez. Faire les choses difficiles, les choses horribles, pendant qu'il restait irréprochable. J'aurais dû savoir qu'il nierait tout. Elle se leva, tendant les mains pour les menottes. « Je suis prête, inspecteur, mais j'aimerais dire une chose avant. » Elle se tourna vers mademoiselle Marple. « Vous avez dit que Laura était morte en protégeant sa fille. Mais elle n'a pas protégé Constance, elle l'a laissée tomber. Si elle avait été honnête dès le début, si elle avait dit la vérité à Constance au sujet de Philippe au lieu de simplement rompre les fiançailles sans explication, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est son silence qui a causé cette tragédie. »« Peut-être, » dit mademoiselle Marple doucement. Ou peut-être comprenait-elle que certaines vérités détruisent ceux à qui on les dit. Elle essayait d'épargner à Constance la découverte qu'elle n'était recherchée que pour son argent, que l'homme qu'elle aimait ne la voyait que comme un atout financier. C'est une chose dévastatrice à apprendre. Laura a essayé de porter seule ce fardeau pour protéger sa fille de cette douleur particulière. Je ne saurais dire si c'était sage ou stupide, mais c'était certainement par amour. L'inspecteur Slack emmena Madame Keane. Le docteur Haydock
les suivit, devant faire des déclarations et s'occuper des formalités médicales officielles. Mademoiselle Marple resta seule dans le bureau, entourée des livres et des papiers de Laura Fortescue, preuve accumulée d'une vie écourtée. Elle se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le cimetière. D'ici, elle pouvait voir l'If, sombre et ancien, se détacher sur le ciel du soir. Elle pensa aux gants qui avaient été placés soigneusement en dessous, un faux message destiné à induire en erreur. Combien de fois, se dit-elle, les gens envoyaient-ils de faux messages, construisaient-ils de faux récits, dans l'espoir de détourner la vérité ou la responsabilité? Madame Keene l'avait fait consciemment, délibérément. Mais combien d'autres le faisaient inconsciemment, se racontant des mensonges rassurants, refusant d'examiner de trop près leurs propres motivations? Laura Fortescue avait reconnu cette tendance chez elle-même. Elle avait parlé de construire des versions des gens qui convenaient à ses besoins, refusant de voir la réalité. Finalement, elle avait essayé d'affronter la réalité directement, et cela l'avait tuée. Mademoiselle Marple se détourna de la fenêtre et trouva Constance debout dans l'embrasure de la porte. Le visage de la jeune fille était strié de larmes, mais il y avait quelque chose qui ressemblait à du soulagement dans son expression. « J'ai entendu », dit Constance doucement. « L'inspecteur m'a tout raconté avant de partir. Madame Keene a tué ma mère. Elle s'est servie de notre famille, nous a manipulés, tout ça pour l'argent. » Elle rit, un son brisé sans humour. « Philippe ne m'a jamais aimé. Tout n'était que mensonge. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Maman le savait. Elle a découvert la vérité et a essayé de me protéger, et cela lui a coûté la vie. » Constance entra dans la pièce et toucha le bureau de sa mère du bout des doigts. « Je la détestais pour avoir rompu nos fiançailles. Je pensais qu'elle était cruelle, qu'elle s'immisçait dans ma vie, qu'elle était incapable de me laisser trouver mon propre bonheur. Je lui ai dit des choses terribles, et pendant tout ce temps, elle essayait de me sauver. Elle t'aimait beaucoup. Je le sais maintenant. Trop tard pour le lui dire. » Constance regarda Mademoiselle Marple avec des yeux qui reflétaient une terrible nouvelle compréhension. « Comment le supportez-vous, Mademoiselle Marple? Sachant à quel point les gens se trompent facilement les uns les autres? À quel point les pires trahisons viennent souvent de ceux en qui nous avons le plus confiance? » Mademoiselle Marple resta silencieuse pendant un long moment. « Je le supporte, » dit-elle finalement, en me rappelant que la tromperie coexiste avec le dévouement, que pour chaque Madame Keene qui ment et manipule, il y a une Laura Fortescue qui se sacrifie pour protéger quelqu'un qu'elle aime. L'obscurité est réelle, ma chère, mais la lumière aussi. Constance acquiesça lentement. J'essaierai de m'en souvenir. Elle se dirigea vers la fenêtre et resta debout à regarder le cimetière, la silhouette ancienne de l'If. « Voulez-vous rester un moment, Mademoiselle Marple? Je n'ai pas envie d'être seule pour l'instant. Bien sûr, ma chère, aussi longtemps que vous le souhaitez. » Elles restèrent debout ensemble dans la pénombre grandissante, deux femmes dans une pièce remplie de fantômes, tandis qu'à l'extérieur, l'If continuait de veiller depuis des siècles sur les chagrins accumulés de St. Mary Mead. Le procès de Julia Keene eut lieu à Much Benham 6 semaines plus tard et dura 3 jours. Les preuves contre elle étaient accablantes. Le témoignage du docteur Haydock sur les soupçons de Laura, le fil correspondant à la veste de Madame Keene trouvée sur les lieux, les incohérences dans son passé révélées par l'enquête, et enfin, ses propres aveux partiels. Philippe Carmody comparaît comme témoin, mais nie avoir eu connaissance des projets de sa sœur. Un témoignage qui laisse Madame Keene le fixer d'un regard si sombre qu'il en devient presque inconfortable, même pour le juge. Le jury délibéra pendant moins de 2 heures, avant de rendre un verdict de culpabilité pour meurtre. Madame Keene fut condamnée à la prison à vie.
Elle maintint tout au long du procès qu'elle avait agi seule, que son frère n'avait aucune connaissance de ses crimes. Philippe Carmody quitta le tribunal en homme libre, mais sa réputation dans la société était complètement détruite. On apprit par la suite qu'il vivait dans des conditions modestes dans une pension de famille à Londres. St. Mary Mead absorba ces révélations avec ce mélange particulier d'horreur et de satisfaction que les villages apportent aux événements dramatiques. Pendant plusieurs semaines, le meurtre et le procès dominèrent toutes les conversations. Madame Price Ridley s'étendit longuement sur les dangers d'employer des personnes sans références appropriées. Arthur Clément publia dans le bulletin paroissial un poème sur la tromperie et la trahison qui fut généralement considéré comme de mauvais goût. Le vicaire prononça un sermon sur l'importance de l'honnêteté, bien intentionné mais quelque peu lourd. Et peu à peu, à l'arrivée de l'automne et à mesure que les jours raccourcissaient, le village retrouva son rythme habituel. Le meurtre devint un événement passé, une histoire à raconter aux nouveaux arrivants, un récit édifiant sur les dangers qui peuvent se cacher sous des apparences respectables. Mais tout le monde n'a pas trouvé facile de passer à autre chose. Mademoiselle Marple rendit visite à Constance Fortescue un après-midi d'octobre, lui apportant des chrysanthèmes de son jardin. La jeune fille avait vieilli depuis la mort de sa mère, son visage était plus mince, son attitude plus réservée. Elle se préparait à vendre Yewtree House et à déménager à Londres, où elle avait accepté un poste dans une organisation caritative qui s'occupait d'orphelins de guerre. « J'ai besoin de me rendre utile », expliqua Constance alors qu'elles étaient assises dans le jardin, une tasse de thé posée sur les genoux. « Je ne peux pas simplement me laisser porter par la vie comme je le faisais auparavant. Ma mère a essayé de m'apprendre cela, mais je ne l'ai pas écoutée. Je pensais qu'être une épouse convenable pour un mari convenable était une réussite suffisante. J'étais tellement naïve. »« Vous étiez jeune, » dit doucement mademoiselle Marple. « Nous commettons tous des erreurs quand nous sommes jeunes. » « Et quand nous sommes vieux ?» Constance sourit tristement. « Continuons-nous à commettre des erreurs ou avons-nous simplement moins de temps pour les regretter ?» Mademoiselle Marple repensa à sa longue vie, à tous ses petits regrets et à toutes ses occasions manquées. Les deux, je pense. Mais nous avons aussi plus d'expérience en matière de pardon, y compris le pardon envers nous-mêmes. Constance fit tourner sa tasse de thé entre ses mains, observant le liquide tourbillonner. Je rêve parfois de Leaf, des gants de ma mère qui gisaient dessous. Madame Keane voulait qu'ils servent de diversion, mais je pense qu'ils sont devenus autre chose. Un repère, un mémorial, l'endroit où tout a changé. Les symboles prennent effectivement des significations que nous n'avions pas prévues, acquiesça mademoiselle Marple. Elle pensa à Leaf dans son propre jardin et à la façon dont elle le voyait différemment maintenant, non seulement comme un bel arbre ancien, mais aussi comme un rappel de la mortalité et de la tromperie, de la façon dont la mort grandissait parallèlement à la vie, toxique et inéluctable. « Que ferez-vous de la maison ?» demanda-t-elle, changeant délicatement de sujet. « Je la vendrai au docteur Haydock. Il m'a proposé un prix raisonnable et il aimait sincèrement ma mère, même si elle ne l'a jamais su. Je pense qu'elle serait heureuse de savoir que la maison lui revient. Je pense qu'il sera heureux, ici, ou aussi heureux que nous pouvons tous l'être, sachant ce que nous savons. » Ils finirent leur thé dans un silence complice, puis mademoiselle Marple prit congé. En rentrant chez elle à travers le village, elle se surprit à passer devant le cimetière. Leaf se dressait là, comme toujours, indifférent aux drames humains, ses branches étendant leur ombre permanente sur les tombes. Elle pensa à Laura Fortescue gisant dans la rivière, alourdie par des pierres. Elle pensa à Julia Keane dans sa cellule de prison, trahie par le frère pour lequel elle avait tout sacrifié. Elle pensa à Constance, apprenant à vivre avec la certitude qu'elle avait été aimée plus qu'elle ne le savait et que son ignorance de cet amour avait eu un prix terrible. Mais surtout, elle pensait à la facilité avec
laquelle les gens se trompaient eux-mêmes et trompaient les autres, construisant des récits confortables, refusant de regarder de trop près les vérités dérangeantes. Madame Keene avait menti délibérément et consciemment, mais Laura Fortescue n'avait-elle pas aussi menti, à sa manière, en cachant la vérité à sa fille? Et Constance ne s'était-elle pas menti à elle-même, en croyant en un amour qui n'avait jamais été que mercenaire? Les gens mentaient. C'était la vérité brutale au cœur de la société humaine. Parfois, ils mentaient pour blesser, parfois pour aider, parfois simplement parce que la vérité était trop difficile à supporter. Les mensonges pouvaient être malveillants ou bien intentionnés, mais l'effet était souvent le même: confusion, souffrance, tragédie. Mademoiselle Marple quitta le cimetière et continua son chemin vers la maison. Le portail de son jardin grinça lorsqu'elle l'ouvrit, un son familier qui lui apportait généralement du réconfort. Mais aujourd'hui, même cela semblait quelque peu inquiétant, comme si chaque chose ordinaire recelait en elle un potentiel de ténèbres. Elle pensa qu'elle allait se préparer une tasse de thé et s'installer dans son fauteuil avec son tricot. Des routines familières, des conforts familiers. La vie continuerait. Le soleil se lèverait et se coucherait. St. Mary Mead perdurerait, accumulant de nouvelles histoires, de nouvelles tragédies, de nouveaux mystères. Mais alors qu'elle mettait la bouilloire à chauffer, son regard fut attiré par la fenêtre et l'if visible derrière celle-ci. Dans le crépuscule d'octobre, ses branches semblaient s'étirer vers elle comme des mains qui cherchaient à l'attraper. Elle pensa au corps de Laura Fortescue, alourdi par des pierres, sombrant dans les ténèbres. Elle pensa aux gants soigneusement posés sur le sol, un faux message qui avait néanmoins révélé la vérité. Et elle pensa: au final, nous sommes tous sous l'if. Nous sommes tous alourdis par les pierres de nos choix, de nos tromperies, de nos manques de courage et d'honnêteté. La seule question est de savoir si nous sombrons seuls dans les ténèbres ou si nous parvenons, même de manière imparfaite, à tendre la main les uns vers les autres avec sincérité tant qu'il est encore temps. La bouilloire se mit à siffler. Mademoiselle Marple prépara son thé avec une précision automatique, ajouta du lait et du sucre, puis l'apporta à sa chaise près du feu. Elle prit son tricot, les chaussons pour le futur bébé de sa petite nièce, qui n'était pas encore tout à fait terminé, et mania les aiguilles avec une aisance acquise par l'habitude. Mais son esprit restait dans ce cimetière, sous cet if ancien, où les gants de Laura Fortescue avaient été disposés de manière mystérieuse, à la fois symbole, mensonge et mémorial. Miss Marple savait que certaines images ne vous quittaient jamais vraiment. Elles vivaient dans l'esprit comme des échardes, petites et acérées, vous rappelant à chaque mouvement que quelque chose vous avait blessé autrefois et que la plaie n'avait jamais complètement cicatrisé. Dehors, l'obscurité s'installait sur St. Mary Mead. À l'intérieur, Mademoiselle Marple continuait à tricoter, comptant les mailles avec une précision mécanique, tandis que son esprit comptait d'autres choses, les façons dont les gens se trahissaient les uns les autres, le prix des mensonges nécessaires, l'impossibilité de vraiment connaître quelqu'un complètement. La chaussette s'allongeait, maille après maille. Quelque part, un bébé la porterait, inconscient de l'obscurité qui avait entouré sa création. C'était ainsi que cela devait être, supposait Mademoiselle Marple. Chaque génération méritait son moment d'innocence avant que le monde ne révèle sa véritable nature. Mais l'if savait. L'if, toxique et durable, se dressait dans son jardin et dans le cimetière, veillant à la fois sur les vivants et les morts, gardant son ancien conseil, n'offrant ni réconfort ni jugement. Juste sa présence, juste sa permanence. Juste le fait froid et incontestable que certaines choses perdurent, tandis que d'autres disparaissent, et que la distinction entre elles se résume souvent à rien de plus significatif qu'un hasard aveugle.
Miss Marple posa son tricot et ferma les yeux. Demain, elle poursuivrait ses habitudes, ses observations, sa vie tranquille. Mais ce soir, elle resterait assise, accablée par ce qu'elle venait d'apprendre, sachant que 2 femmes avaient été détruites, l'une par la violence, l'autre de sa propre main, parce que l'amour, l'argent et la tromperie s'étaient mélangés dans des proportions qui ne pouvaient aboutir qu'à un désastre. Le lendemain matin, pensa-t-elle, elle couperait l'if dans son jardin. Ou peut-être pas. Peut-être le laisserait-elle là, comme un souvenir. Oui, c'était mieux ainsi. Le laisser là. Le laisser témoigner. Après tout, certaines vérités ne devaient pas être oubliées trop facilement.